Je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux de venir vous parler de la Libye, sujet dont les médias français, qu'ils soient papier ou télévisuels, parlent peu. On parle d'Irak, on parle d'Afghanistan, on parle d'Algérie, on parle de tous les pays du bassin méditerranéen, on parle rarement de la Libye, même quand elle est en guerre. Et j'ai toujours été particulièrement fâché par cette sous-couverture médiatique d'un pays qui n'est qu'à 50 km des côtes européennes et qui est un enjeu et une bombe à retardement, qu'il était et qui le reste encore, nous en parlerons, une bombe à retardement pour l'Union européenne. En préambule, je voudrais vous expliquer que je ne suis ni chercheur ni historien, simplement un élu qui, comme ancien député européen, s'est trouvé de façon très fortuite confronté au dossier libyen. Je travaillais sur l'Afrique de l'Ouest. J'avais fait une vingtaine de missions de prévention et de gestion de conflits, parce que c'était ma passion, plutôt que les commissions techniques du Parlement. Et j'étais devenu un petit peu un spécialiste des zones de guerre, des zones de conflit. Et en 2011, quand éclate la guerre en Libye, je fais partie des gens qui sont contre cette guerre, non pas parce qu'ils sont favorables à M. Kadhafi, mais tout simplement parce que je fais partie des gens qui savent les conséquences que va avoir cette guerre, pas seulement pour la Libye, mais pour la Méditerranée et surtout pour l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest, le Sahel. Et donc j'essaye de monter une mission d'information avec le Parlement européen en disant que, puisque nous sommes en guerre, il est normal que l'Union européenne envoie une délégation parlementaire enquêter en Libye, à Tripoli. Je me heurte à un refus des différents présidents de groupe, malgré la sympathie qu'ils pouvaient prouver pour ma personne, et je décide de réunir 4 à 5 anciens parlementaires, dont un Français qui était le porte-parole des droits de l'homme au Parlement européen, Thierry Cornillet, une ancienne ministre, Magie Sudre, et un député écossais, ancien président, coprésident des ACP, John Alexander Cory. Et nous partons à 4, nous partons via la Tunisie pour aller à Tripoli, où nous sommes reçus, où nous sommes emmenés pour rencontrer des ONG, pour rencontrer des associations, pour rencontrer des ministres, pour rencontrer des chefs de tribus, et pour prendre le pouls de cette guerre. Et à ce moment-là, les avions français et anglais bombardent le cœur de Tripoli, où se situe le PC de Kadhafi. Et donc, nous restons 4-5 jours, nous rentrons à Paris, nous faisons un rapport au Quai d'Orsay, nous faisons un rapport à Alain Juppé, et en lui disant qu'il faut trouver rapidement un accord de paix, parce que cette guerre va durer longtemps, et que cette guerre va avoir des conséquences terribles sur le terrorisme et sur les flux migratoires. Nous publions une tribune dans le monde Internet pour décrire cette situation-là et ses conséquences. Et bien sûr, ça n'a aucune influence. Ça ne pèse pas, parce que nous ne pesons pas. Pour vous donner un détail, avant de partir, nous sommes convoqués à un déjeuner avec le conseiller diplomatique du président Sarkozy. Et cette personne veut nous dissuader de faire cette mission. Et elle nous explique en fin de repas que dans 2 semaines, la guerre sera terminée. Nous sommes au mois de mai, et nous explique que dans 2 semaines, cette guerre sera terminée. Et nous lui disons que la guerre éclair va durer quelques mois. Et comme vous le savez, cette guerre a duré de mars 2011 à octobre 2011. Il ne s'est arrêté qu'avec la mort de Kadhafi. Sinon, elle aurait duré encore plus longtemps. Cette guerre a eu des conséquences terribles. Elle a eu des conséquences terribles pour la Libye, c'est-à-dire que le pays, qui est un des plus modernes du Machrek et même du Maghreb, avec le Maroc, ce pays a été pratiquement détruit par cette guerre. Cette guerre, je vous le rappelle, c'est la résolution 1973 des Nations Unies qui prévoyait simplement la protection des populations de Benghazi. Pourquoi ? Parce qu'une colonne de blindés commandée par le fils de Kadhafi, l'un des fils de Kadhafi, la 32e brigade, marchait sur Benghazi pour mater la rébellion qui s'était soulevée dans la 2e ville du pays. La Libye, c'est Tripoli et c'est Benghazi. Et donc,
pour éviter un bain de sang, que se passe-t-il? On décide, la France et la Grande-Bretagne décident au Conseil de sécurité une résolution pour intervenir militairement de façon à protéger la population de Benghazi. Cette résolution 1973 va en fait, quelques jours après, quelques semaines après, se transformer en guerre totale. C'est-à-dire qu'on passe d'une protection de population à l'élimination de Kadhafi. Et c'est pour ça que cette guerre qui aurait dû s'arrêter après cette intervention militaire, où on détruit des colonnes de chars, des colonnes de blindés, et on tue beaucoup de soldats libyens, et donc on met fin à cette menace, aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Mais on décide de la poursuivre et ça devient une guerre totale. Une guerre totale menée aussi par des rebelles, c'est-à-dire des gens qui se soulèvent contre Kadhafi, dans toutes les villes libyennes, notamment à Tripoli, dans la capitale, et qui vont aboutir, après la chute de Tripoli, à la constitution du Conseil national de transition, du CNT. Et à ce moment-là, les islamistes, qui sont parmi les rebelles, la force principale, il ne faut pas oublier, vous devez avoir à l'esprit que quand Benghazi se soulève, pourquoi Benghazi se soulève? Benghazi se soulève parce que d'abord ils ont une tradition de soulèvement contre la capitale. Ils sont toujours opposés à la capitale, même à l'époque de Kadhafi. Et Benghazi appartient à la tribu la plus importante de Libye, les Warfala, qui à l'époque compte 1 million de membres sur une population de 5 millions d'habitants. Et quand Benghazi se soulève, pourquoi Benghazi se soulève? Parce que le fils de Kadhafi, Salif al-Islam, considérant que son père aurait dû faire des réformes et doit faire des gestes pour mater la rébellion et le soulèvement qui a lieu dans tout le pays, nous sommes dans l'époque du printemps arabe, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire libérer dans les prisons de Benghazi près de 250 islamistes qui avaient été arrêtés, retour d'Afghanistan, retour du Soudan, retour de zones de conflit, qui étaient des gens donc qui combattaient le régime en place et qui combattaient Kadhafi. Il les fait libérer. Quand ces gens-là sont libérés, ils participent au soulèvement de la population. Et ça va très loin puisque quand M. Cameron et M. Sarkozy arrivent, rappelez-vous, à Benghazi pour fêter la victoire des forces de l'OTAN contre Kadhafi, les images de télévision vous montrent il y a à peu près 500 ou 1000 personnes qui sont là, qui applaudissent, etc., les discours qui sont faits. Et il faut savoir que les 1000 personnes qui sont là, pour l'essentiel, sont des islamistes. Donc des gens qui combattent l'Occident, qui combattent l'Europe, etc. Et c'est d'autant plus original, quelque part, que vous devez avoir à l'esprit que Kadhafi, qui a toujours été un adversaire de l'Occident, qui a toujours combattu l'Occident, qui a été accusé d'avoir participé à la destruction d'un avion à Lockerbie, de l'avion du français au Mali, etc. Donc, qui est un adversaire de l'Occident, Kadhafi, en 2000, après les attentats de 2001, en septembre aux États-Unis, Kadhafi bascule. C'est-à-dire Kadhafi rejoint le camp occidental pour combattre le terrorisme. C'est un revirement très important. Et donc il revient dans le cercle des gens qu'on peut fréquenter. Et il est d'autant plus étonnant que nous lui ayons fait la guerre 10 ans après, alors qu'il avait basculé du bon côté, entre guillemets. Il était devenu, par ce basculement, un rempart, une digue contre non seulement le terrorisme, mais contre les flux migratoires. Et donc, à ce moment-là, en Libye, il n'y avait pas de migrants pour traverser la Méditerranée et venir en Europe. La conséquence de cette guerre, vous devez l'avoir à l'esprit, c'est que quand les islamistes prennent Tripoli, en 2014, les dates de référence que vous devez avoir, c'est 2000 le revirement de Kadhafi, 2011 la guerre, avec, comme je l'ai dit, ces conséquences de destruction massive pour le pays, pour le continent africain. Il faut que vous ayez à l'esprit que la plupart des chefs d'État africains
et la plupart des populations africaines sont pro-kadhafistes. Pourquoi? Parce que Kadhafi avait une véritable politique vers l'Afrique, un coup d'argent, etc. Sa manne pétrolière lui permettait de déverser chaque année de l'argent dans les pays les plus pauvres du continent africain, et notamment les pays comme le Niger, le Mali, la RDC, etc. Donc il était pour eux, il était important. Et la jeunesse africaine en avait fait un symbole du panarabisme, du panafricanisme. Et donc, c'est un personnage important pour cela aux yeux des Africains. Donc, le fait qu'on le tue et qu'on l'élimine a retourné beaucoup de ces populations. Hein, on parle aujourd'hui du comportement des Maliens à l'égard de la France, des Burkinabés ou des Nigériens, mais il faut avoir à l'esprit que une bascule se fait dans la jeunesse africaine à ce moment-là contre l'Europe, contre l'OTAN et contre la France. Et en 2014, quand les islamistes prennent la capitale Tripoli, ils la prennent militairement, il y a deux conséquences. La première, c'est que le Parlement qui venait d'être élu, le Parlement libyen venait d'être élu démocratiquement. C'est la seule institution, pendant toute la période que nous avons vécue de 2011 à 2021 aujourd'hui, c'est la seule institution démocratiquement élue de Libye, donc légitime en Libye. Le Parlement européen, le Parlement libyen. Et ce Parlement est composé d'une majorité de libéraux. Les islamistes sont très minoritaires. Comme ils sont minoritaires, ils passent à l'action militaire, ils prennent la capitale. À ce moment-là, le Parlement fuit à Tobrouk et s'installe à Tobrouk, donc en Cyrénaïque. Il s'installe en Cyrénaïque, hein, donc cette zone-là. Hein, vous devez... Comme vous le savez probablement, si vous vous intéressez à la Libye c'est 3 grandes provinces, hein. La Tripolitaine, avec capitale Tripoli. Tripoli, ça s'appelait au départ Ola, dans l'ancien temps. Ola, ça voulait dire les 3 villes. La Cyrénaïque, qui est là, dont la capitale était Benghazi, et qui contient les principales villes libyennes et les principaux ports libyens, avec Tobrouk, avec Derna. Et vous avez le Fezzan. Le Fezzan, c'est toute la zone sud. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs, les Britanniques et les Français, se partagent. Les Britanniques prennent la Tripolitaine et la Cyrénaïque, et les Français prennent le Fezzan. Parce que ça les rapprochait des pays francophones africains. Hein, vous avez le Niger, vous avez le Tchad, le Niger, qui sont là, et donc il y avait une continuité géographique. Tout cela va voler en éclats, cette répartition va voler en éclats en 1952, quand l'ONU, qui est mandatée pour régler le problème libyen, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU décide de créer un État indépendant, donc qui devient en janvier 1952, la Libye, le royaume de Libye, avec un roi, le roi Idriss Ier, hein, puisque c'était la monarchie des Sénoussis, hein, qui avant Kadhafi... qui avait été renversé par Kadhafi. Alors, quand il avait 27 ans, il participe à un coup d'État où il renverse le roi et il installe la Jamaïra. À ce moment-là, à côté de Kadhafi, il y a un certain nombre d'officiers qui sont nassériens, ils prennent l'exemple sur Nasser en Égypte, et qui sont tiers-mondistes, panafricanistes et panarabes. Et ils installent donc des comités révolutionnaires et la Jamaïra. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'État véritable, il y a seulement les tribus, et Kadhafi est le fédérateur des tribus. On ne comprend rien à la Libye si on ne comprend pas le rôle essentiel des tribus. Hein, c'est un pays où les tribus pèsent et représentent l'État. Ils s'organisent suivant leur zone géographique, etc., pour gérer le pays. Quand Kadhafi prend le pouvoir, il a à ses côtés le général Haftar. Enfin, à l'époque, ce sont des capitaines, hein, ils sont tous capitaines-colonels. Il a parmi les officiers, il a Haftar qui est avec lui. Et Haftar, qui est un officier qui pèse, Kadhafi, il envoie quelques années après conquérir le Tchad, avec 3000 hommes. Et Haftar gagne une première bataille. Il est battu après parce que les Français interviennent pour soutenir les Tchadiens. Il est battu, il est fait prisonnier. Les Tchadiens lui proposent de rentrer à Tripoli tout seul.
et il refuse parce qu'il veut rentrer avec ses hommes. Donc il reste pendant 1 an et demi, 2 ans en résidence surveillée au Tchad, et ensuite les Américains l'exfiltrent aux États-Unis avec une partie de ses troupes, de ses forces d'élite. Il les exfiltre aux États-Unis, il les installe près du siège de la CIA à Langley, et il les installe pour les utiliser pour renverser Kadhafi après. Ils feront quelques coups d'État qui échoueront, mais voilà, pour situer le personnage qui va devenir central après dans ce qui va se passer en Libye à partir de 2015. Donc en 2014, quand ils prennent la capitale et que le Parlement fuit, il y a un événement. Haftar, qui est général et qui a participé au soulèvement contre Kadhafi, Haftar comprend que les islamistes vont prendre le pouvoir et vont prendre tout le pouvoir en Libye et installer un califat libyen. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de marcher sur sa ville d'origine, où est sa tribu, c'est-à-dire Benghazi, et de prendre Benghazi. Benghazi, à ce moment-là, est occupé par Al-Qaïda. Donc, 2014, il part avec 274 hommes. Il part de Tripoli. Alors, tout le monde pense que c'est une opération suicide. L'opération se nomme Karama. Ça veut dire en arabe dignité. Et il arrive à Benghazi. Il mettra 2 ans pour prendre le contrôle total de Benghazi. 2 ans pour prendre le contrôle total de Benghazi. Moi, j'y vais en 2015-2016, parce qu'une journaliste bulgare qui a déjà fait 2 reportages sur Haftar, qui est la seule à avoir fait des reportages sur Haftar, parce que le général ne communique pas, hein, il est hors communication, comme on dit. Pour quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, c'était assez étonnant, mais il veut pas communiquer. Elle avait réussi à faire 2 reportages. Elle avait été jusqu'à Koufra, en première ligne des combats, au sud du pays, et donc elle me contacte, sachant que j'avais été déjà en Libye, etc., pour savoir si je peux venir faire cette mission pour rencontrer le général et voir la situation de Benghazi. Où à l'époque, les médias français n'en parlent absolument pas. Hein. Vous n'avez rien. Oui, on vous dit oui, il y a une milice, Haftar est à la tête d'une milice. Et au cours de ce voyage, il est important, pourquoi? Parce que ça va me permettre de voir si c'est une milice ou une armée. Et donc à ce moment-là, il contrôle 90% de Benghazi, et pourquoi pas 100%? Parce que pour déloger les islamistes, les gens d'Al-Qaïda, vous êtes obligé, ou vous utilisez le canon et vous détruisez les bâtiments, les immeubles, etc., ou vous y allez appartement par appartement, maison par maison, hein, pour éviter les victimes civiles. C'est ce que fait l'armée d'Haftar. Donc c'est beaucoup plus long. Et quand j'arrive, donc il y a l'anniversaire de Karama. Et donc je suis invité à l'académie militaire de Benghazi, qui se situe à 40 km de Benghazi. Et là, j'assiste à un défilé qui dure 2 heures, où je vois défiler près de 3000 hommes, bien organisés, bien structurés, où je vois défiler des promotions de sous-officiers, d'officiers, de cadets, et où je vois du matériel, etc. Donc, où je constate que c'est une armée et pas une milice. Parce qu'une milice, les katibas, c'est facile à voir leur armement, avoir leur équipement, avoir leur discipline, etc. Alors qu'une armée, c'est une armée. Et donc, je constate cela, je filme cela, et parce que je suis un des 3 Européens, il y avait un Russe, il y avait un Chinois, enfin, pas européen, et il y avait moi, voilà. Tout le reste, c'était des gens de pays arabes, égyptiens, émiratis, les alliés d'Haftar. Puisque vous allez avoir à ce moment-là 2 pôles. Vous avez Benghazi, où Haftar est soutenu par l'Égypte, il est soutenu par les Émirats arabes unis, par l'Arabie saoudite. Et de l'autre côté, vous avez Tripoli, soutenu par la Turquie, le Qatar. Et à Tripoli, puisqu'on vient de parler de Benghazi, qu'est-ce qui se passe à Tripoli? À Tripoli, vous avez l'ONU décide de nommer un Premier ministre. C'est extraordinaire parce que ça explique, hein, autant la guerre de 2011 a été une faute franco-anglaise, autant la suite a été une faute onusienne.
C'est un échec de l'ONU terrible, comme souvent d'ailleurs sur le continent africain. Les succès de l'ONU, vous pouvez les compter sur les doigts d'une demi-main. C'est terrible, pourquoi? Parce que l'ONU décide de nommer un homme qui n'est pas le représentant d'une grande tribu, qui n'est pas un homme politique libyen, qui n'est pas un homme du sérail, un homme lambda, le plus petit commun dénominateur, M. Sarraj. Et Sarraj, qui n'ayant aucun appui, n'ayant rien, arrive dans un bateau de guerre italien à Tripoli pour devenir Premier ministre de l'ONU. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme la ville est tenue par les milices, les milices négocient avec Sarraj, donc telle milice prend le contrôle du port, telle autre milice prend le contrôle d'infrastructures, l'électricité, etc., l'eau, telle autre milice a le droit de vendre des armes, etc. Et donc, nous avons brusquement, là, la quintessence du mal libyen, c'est-à-dire un représentant de l'ONU qui est prisonnier des milices islamistes. Et différentes milices, parce que vous avez les salafistes, vous avez les frères musulmans, les plus puissants, d'où le soutien de la Turquie. Erdogan soutenait Tripoli, pourquoi? Parce que c'était le dernier bastion des frères musulmans au Machrek et au Maghreb, puisqu'ailleurs ils avaient été éliminés en Tunisie, ils avaient été éliminés en Égypte, et donc le seul bastion qui lui restait, c'était Tripoli et Misrata. Misrata qui était une ancienne, à l'époque ottomane, ancienne colonie, enfin faisait partie de la colonie turque, enfin de la colonie ottomane à l'époque, Misrata, où toutes les grandes familles étaient liées à la Turquie, et donc ce Premier ministre n'a aucun pouvoir et aucune marge de manœuvre. Et malgré 6 médiateurs, entre 2011 et 2021, vous allez avoir 6 médiateurs de l'ONU, qui se sont tous cassés les dents sur quoi? Sur toutes les réunions qui ont eu lieu pour arriver à un accord de paix, pour arriver à un partage du pouvoir en Libye et à stabiliser le pays, que ce soit les accords de la salle Saint-Cloud, que le président Macron va initier en 2017, que ce soit les accords de Palerme, les accords de Doha, ils vont tous capoter sur une chose, c'est que à chaque fois que vous mettez ensemble autour d'une table Sarraj et Haftar, à chaque fois on arrive à un accord écrit, un accord important, et à chaque fois Sarraj, quand il rentre à Tripoli, les milices refusent l'accord. Pourquoi? Parce que les milices libyennes, on comprend rien à la guerre de Libye et au fait qu'elle se soit poursuivie si longtemps si on ne comprend pas ça. Quand vous êtes milice, vous tirez votre argent de tous les trafics. Trafic prostitution, trafic d'armes, trafic d'or, trafic de migrants. Trafic de migrants. À un moment donné en Libye, vous allez avoir 700 000 migrants parqués dans des camps, financés par l'Union européenne et par l'ONU, c'est-à-dire nous donnons de l'argent, ce sont les miliciens qui touchent cet argent, et dans des conditions de salubrité épouvantables, de nourriture épouvantable, etc. Nous avons accepté pendant des années que 700 000 migrants soient parqués ici à Tripoli et autour de Tripoli pour traverser, pour faire gagner de l'argent aux milices. C'est-à-dire nous avons nous-mêmes engraissé, financé les gens qui nous combattaient. C'est extraordinaire. Et avec tous les malheurs qui se sont produits en Méditerranée, avec un nombre de migrants incroyable qui est mort, et les problèmes que ça a posés à l'Union européenne. L'Union européenne a failli exploser sur le problème des migrants libyens. Elle s'est divisée, elle s'est fracturée sur ce problème-là, et elle a failli se casser à cause de ça. Donc vous vous dites, mais pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle rien fait? Pourquoi l'OTAN n'a-t-il rien fait? Une intervention armée de forces spéciales pour prendre le contrôle des camps, trier les populations qui y sont, et les identifier et les renvoyer, éventuellement les acheminer dans leur pays d'origine, aurait permis de régler le problème des migrants très vite. Seulement, il fallait une volonté politique. Il fallait une vraie volonté. Comme disait Clémenceau, il faut avoir le courage de dire, il faut avoir le courage de faire. Le dire, ça suffit pas, mais il faut faire. Et donc, l'Union européenne n'a jamais eu la volonté de régler ce problème des migrants, comme elle devait le régler. Donc, c'est pour ça que nous avons eu ce problème latent. Et ce problème latent, il était sous contrôle d'un Premier ministre nommé par l'ONU. Il faut avoir ça à l'esprit. Et en face, vous avez un homme qui sécurise
Benghazi qui sécurise toute la Cyrénaïque, qui prend le contrôle du croissant pétrolier. Le croissant pétrolier, c'était la manne pétrolière de la Libye jusqu'en 2010. Après, la production s'est effondrée au lendemain de la guerre, et elle est tenue par un chef de milice, Jadran, qui contrôle ça et qui s'enrichit grâce à ça. Il achète des immeubles à Istanbul, etc. Bon, voilà. Et donc, le général devenu entre-temps maréchal va prendre le contrôle du croissant pétrolier. Donc, il tient la production pétrolière libyenne, il contrôle 80% du territoire libyen, puisqu'il a pris le contrôle du faisan, etc. Et il attend que, malgré tous les échecs des négociations et des signatures, d'accord, le fait que Sarraj ne remplit pas ses obligations et ne tient pas parole, il attend. En 2018, en décembre 2018, excédé, il veut marcher sur Tripoli. Je me trouve à ce moment-là en Libye, à Benghazi, où j'ai emmené une équipe du Figaro Magazine pour faire un reportage sur le maréchal et sur la Benghazi. À l'époque, il n'y a aucun attentat, il n'y a rien, hein. Tout est sécurisé, hein. Et il nous fait part de sa colère devant. Il fait d'ailleurs une interview dans Jeune Afrique à ce moment-là, au même moment, où il dit que la Libye n'est pas prête à la démocratie, parce que la démocratie, ça s'apprend, c'est un apprentissage, etc. Ça s'impose pas, ça se décrète pas. Bon, et en même temps, il dit qu'il est excédé par les refus de Sarraj, etc., de respecter sa parole, et que donc, il va faire parler les armes. Le président Macron dépêche à ce moment-là le ministre Le Drian. Le ministre Le Drian vient à Benghazi voir le maréchal et réussit à le convaincre que le choix diplomatique, le choix des élections est préférable au choix des armes. Et en prenant d'ailleurs une figure symbolique qui est le général de Gaulle, puisque Haftar est un homme qui admirait, il admirait Napoléon et il admirait de Gaulle. Et il admirait la culture française. Et pour avoir parlé avec lui au cours des 2-3 fois où je l'ai vu très longuement, il était très pieux, mais c'était un laïc, de culture laïque. Il voulait vraiment rétablir une république libyenne et que la paix s'installe, etc., parce qu'il comprenait pas que son pays, qui était riche et avec une faible démographie, soit condamné à la destruction et à la pauvreté à cause de cette guerre absurde. Et Haftar, Le Drian le convainc en lui disant, en prenant l'exemple du général de Gaulle en 1960, quand de Gaulle est à la Selle Saint-Cloud. Pour ça que le choix de Macron, quand il fait les accords de la Selle Saint-Cloud, n'était pas un choix gratuit. Il y avait un choix historique derrière. Quand le général de Gaulle peut faire, grâce aux militaires français en Algérie, un coup d'État et prendre le pouvoir en France, c'est, je crois, comment il s'appelle, l'ancien président, l'ancien responsable socialiste, qui va le voir et qui le convainc en lui disant « Il vaut mieux prendre le pouvoir par l'élection et grâce au Parlement que d'arriver dans les fourgons des parachutistes. » Et de Gaulle se laisse convaincre et il devient président du Conseil, etc., etc. Bon, il faut avoir ça à l'esprit, hein. Donc, on arrive à convaincre Haftar d'attendre. Donc nous sommes décembre 2018. Au même moment, les accords de Skhirat sont caducs. Les accords de Skhirat qui avaient été signés en 2015 pour essayer d'instaurer un cessez-le-feu, une paix, et qui avaient volé en éclats, mais ils sont caducs. Donc le maréchal est d'autant plus libre d'intervenir, c'est qu'il est plus tenu par ces accords de Skhirat qu'il avait signés au Maroc en 2015. Et donc il patiente. Pendant ce temps-là, Misrata et Benghazi commencent à se militariser de plus en plus. Donc les Turcs envoient de plus en plus d'armes, de plus en plus de matériel militaire, parce qu'ils se doutent que le maréchal va passer à l'action. Et donc vous êtes en 2019, quand ils décident, contrôlant 80% du territoire, ils décident de prendre la capitale. Donc ils foncent sur la capitale et à ce moment-là, ils sous-estiment deux choses, c'est-à-dire la volonté d'Erdogan de protéger et de soutenir ses affidés frères musulmans, lui-même étant membre de la
Milus Coris, qui était une des principales obédiences des frères musulmans dans le monde arabe. Et donc, il achemine du matériel. À ce moment-là, les Européens comprennent que ça peut mal se passer et que ça va impliquer beaucoup de choses. Donc, Haftar, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il signe un accord avec les Russes pour avoir le soutien de la société privée militaire russe, qui est un des bras armés de la Russie, qui est une société de mercenaires, qui s'appelle Wagner. On imagine le nom Wagner avec des mercenaires russes. Et 2000 hommes de Wagner arrivent pour soutenir Haftar. Et de l'autre côté, Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait acheminer près de 4700 miliciens islamistes qui combattaient en Syrie, pour lui, avec lui, contre Bachar el-Assad et contre les Kurdes. Il fait acheminer ces hommes, puisqu'en Syrie, il n'y a plus de combat à ce moment-là, par avion et par bateau, aux yeux, devant l'OTAN, devant la France et l'Union européenne. On est tous au courant qu'il achemine des hommes, et personne ne bouge. Et donc, pour la France, c'est un danger supplémentaire, puisque la France est au Sahel, avec Barkhane, et brusquement, elle voit arriver des islamistes qui, arrivant à Tripoli, peuvent très bien un jour passer le Fezzan et descendre sur le Sahel. Et donc, épée de Damoclès supplémentaire pour la France. Là, le président Macron se met en colère, lui qui avait pris le dossier à bras-le-corps, ce que ses deux prédécesseurs n'avaient pas fait. Du moins, un avait fait la guerre, M. Sarkozy, l'autre, M. Hollande, n'avait pas fait la paix, alors qu'il aurait dû faire la paix, puisqu'il est élu au lendemain de la guerre, en 2012, rappelez-vous. Et M. Le Drian a été le seul qui avait compris à quel point il fallait régler le problème libyen. C'est le premier qui a compris que Haftar était une solution au problème, puisqu'il a proclamé ouvertement. C'est lui qui a réintroduit Haftar dans le jeu libyen, et il avait raison, puisque comment vous pouvez laisser de côté un homme qui contrôle 80% du territoire libyen, et qui en plus est un homme d'autorité, est un homme qui veut sécuriser son pays, qui veut le développer, etc. Bon, mais c'est l'aveuglement et la faiblesse de l'Union européenne, de l'OTAN, qui ont conduit à tout ça, et de l'ONU. Les responsables, ils sont là, ils sont pas ailleurs. Et donc, à ce moment-là, Tripoli et Misrata deviennent des bastions turcs, puisque Erdogan envoie des troupes turques. Il envoie des officiers d'abord dans un premier temps, ensuite des soldats. Il envoie du matériel sophistiqué, des drones, etc., et de l'artillerie. Et à ce moment-là, le maréchal qui a pris la route de Tripoli et qui assiège Tripoli, il se heurte à deux choses. La première chose, c'est la présence turque, militairement. Et la deuxième chose, c'est que toute cette zone-là, vous avez Zintan. Zintan était des alliés du maréchal, les Zintani. Et il avait installé à Tarouane une base logistique qui était un de ses piliers pour assiéger Tripoli. Et cette base était commandée par un général Zintani qui est tué par une frappe des troupes de Haftar. Et donc, à ce moment-là, les Zintani se séparent d'Haftar, la base tombe, et ça affaiblit complètement à l'est le siège de Tripoli. Alors Tripoli était prêt à tomber, allait tomber. S'il n'y avait pas eu l'intervention turque, Tripoli serait tombé. Alors est-ce que Tripoli, tombant, la capitale, et le maréchal contrôlant tout le pays, est-ce qu'il aurait fait ce qu'il avait décidé de faire, c'est-à-dire il aurait organisé après un processus de démocratie avec des élections, etc., après avoir fait une nouvelle constitution? Ça, nous ne le saurons jamais puisque cela ne s'est pas produit. Mais c'est le point d'interrogation qu'on pouvait avoir. Ou est-ce qu'il serait devenu un Kadhafi bis? Voilà, on peut avoir ça comme questionnement. Donc, on se retrouve là avec en plus un conflit entre la Grèce et la Turquie. Pourquoi? Parce que Sarraj, sauvé par les Turcs, ne peut rien refuser à Erdogan. Et donc, quand Erdogan lui demande de signer un accord militaire, de coopération militaire et sécuritaire, il le signe. Nous sommes en 2019, il signe, et il signe un accord maritime. Lequel accord maritime prévoit une délimitation nouvelle en Méditerranée qui fait que la Turquie peut intervenir dans des zones qui appartiennent en fait à la Grèce et à Chypre. Des zones où il y a du gaz, des zones où il y a des réserves importantes, et donc ça provoque un conflit entre la Grèce et la Turquie
Et là, nous sommes au bord d'une guerre entre l'Union européenne, enfin entre la Grèce et la Turquie, entre l'Union européenne et la Turquie. À tel point que la France envoie des bateaux de guerre. Un de ces bateaux, une frégate, est éclairé par un bateau au large de Tripoli. Elle veut contrôler un cargo qui transporte des armes turques, et elle est éclairée par un bateau turc. Et là, nous sommes au bord d'une guerre. Il faut l'avoir à l'esprit, hein, nous avons frôlé la guerre. Parce que si ce bateau avait été coulé, la France intervenait militairement et avec les conséquences que l'on peut imaginer entre la Turquie et la France. Donc, Erdogan devient le principal ennemi de la France et de l'Union européenne. Erdogan qui est membre de l'OTAN, au même titre que la France. Erdogan qui voulait rentrer dans l'Union européenne, voilà, devient l'ennemi premier. D'où vous avez vu le comportement récent d'où les signatures récentes de la France, qui va livrer 3 frégates à la Grèce, en plus des 18 avions Rafale qui étaient prévus. C'est-à-dire nous sommes en train d'armer et d'encadrer militairement la marine et l'armée de terre grecque pour faire face à un possible conflit. Et donc cela nous fait prendre conscience que la Méditerranée est devenue un enjeu important, un enjeu de ressources économiques important, un enjeu militaire de sécurité important, et que là où on pensait qu'on aurait éventuellement un affrontement avec les Russes en Méditerranée un jour, ben non, l'Union européenne se retrouve confrontée à la Turquie, qui en plus exerce un chantage aux migrants, puisque la Turquie a près d'1 million de migrants syriens, afghans et autres, qui sont sur son territoire, et que l'Union européenne finance les camps qui sont en Turquie et qui abritent ces populations. Et donc il utilise cet argument pour dire hop, on va vous envahir de migrants, vous, l'Union européenne. Voilà. Donc, succinctement raconté, l'histoire de ces années, à imaginer, cela fait 10 ans que ce pays est en guerre, et là nous arrivons à la conférence de Berlin, qui a décidé en 2020, première conférence de Berlin, un premier cadre institutionnel de règlement pacifique du conflit. Deuxième conférence en janvier 2021, où là, on met en place un nouveau conseil présidentiel, présidé par un homme de la Cyrénaïque, de Benghazi, et on met en place un nouveau gouvernement dirigé par un homme de Misrata, un homme d'affaires libyen, Abdelhamid Baïba. Et pour l'instant, ça marche, avec un objectif qui est un objectif typique de l'ONU, l'organisation d'élections. Vous êtes dans la culture du state building, c'est-à-dire on doit exporter la théorie américaine qui consiste à exporter, même par les armées, même par la guerre, la démocratie, et notamment au Proche-Orient, et dans tous les pays qui ne vivent pas par la démocratie. Donc vous êtes dans cette culture-là, qui a fait l'épreuve de son échec le plus fumant avec l'Afghanistan récemment, mais vous êtes dans cette culture-là. Et cette culture-là, elle marche difficilement. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir si le 24 décembre, jour de Noël, en Libye, il y aura des élections présidentielles et législatives. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Parlement a voté il y a 3 jours, le Parlement de Tobrouk a voté il y a 3 jours la loi pour l'organisation des élections législatives, et que ce qui était contesté, c'est le vote, pas le vote, la décision par un texte du président de l'Assemblée nationale, Aguila Saleh, il y a maintenant plus d'1 mois, d'un texte prévoyant que pour l'élection présidentielle, un militaire pouvait se présenter à condition qu'il se suspende de ses fonctions 3 mois avant l'élection, et que s'il n'était pas élu, on le réintégrerait dans l'armée et on lui payerait ses arriérés. Donc on a considéré, les gens de Tripoli ont considéré que cette mesure était taillée sur mesure pour Haftar. Est-ce que Haftar sera candidat ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être, mais ce n'est pas sûr. Donc maintenant, l'enjeu de l'élection, le cadre institutionnel est prêt. Le problème, c'est qu'il faut vraiment sécuriser tout le pays. Il faut vraiment que les listes électorales soient transparentes, ce qui n'est pas évident, avec un pays qui a connu la guerre et qui a eu beaucoup de pertes, de décès en vie humaine. Donc, est-ce que les conditions seront requises pour qu'elle ait lieu le 24 décembre ? Je ne sais pas. En fait, si elles avaient lieu, il y aurait enfin un chef d'État et un gouvernement légitime. Ce qui a manqué à la Libye depuis 2011-2014. Donc,
Voilà quel est l'enjeu du futur libyen. Si nous sommes dans cette solution pacifique, nous aurons une renaissance d'un pays qui a tout pour réussir, et pour réussir rapidement et se reconstruire. Si on n'aboutit pas à ça, il est probable que la guerre reprendra. Voilà.